Dans ce monde dévoré par le capital, il y a quelque chose de plus cruel que le divorce, la trahison d'un enfant de son propre sang. Sofía Vargas pensait avoir tout perdu alors qu'elle hurlait comme un animal blessé au milieu de l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Baraja, mais elle ne le savait pas encore. Je ne savais pas combien de haine et d'ambition se cachaient dans les yeux de ce garçon qui m'a tourné le dos si froidement. La carte de débit avec 60 000 € que le garçon lui a donnée n'était pas une pension compensatoire, c'était la sonnerie du clairon annonçant la guerre. Avant de commencer l'histoire, si vous cliquez sur les boutons d'abonnement et de mention j'aime, je vous en serai éternellement reconnaissante. Maintenant, installez-vous confortablement et écoutez. Dans la salle 3 du tribunal de la famille de Madrid, les néons bourdonnaient d'un bruit subtil. C'était précisément la fréquence qui irritait le plus les nerfs. Assise sur le banc de la partie de Mandrés, Sofía Vargas avait les mains jointes sur ses genoux. Sur ses paumes, 4 demi-lunes rougeâtres, les marques de ses propres ongles s'étaient déjà enfoncées profondément. Elle portait une robe bleu marine, décolorée par d'innombrables lavages. Le fil de l'encolure, qu'elle avait coupé avec des ciseaux le matin même en quittant la maison, dépassait à nouveau, mais elle n'y toucha pas. Si elle bougeait sa main maintenant, il pourrait découvrir que ses doigts tremblaient de manière incontrôlable. Sur le banc de la défense, juste en face, était assis Ricardo Montenegro. Le bouton en métal sur le poignet de son costume gris foncé sur mesure brillait sous la lumière fluorescente. Son équipe juridique ne comptait pas moins de 4 personnes. Devant elle, d'épais classeurs à anneaux d'un bleu foncé uniforme étaient parfaitement alignés. En revanche, Sofía n'avait qu'un seul avocat avec elle, engagé après avoir liquidé les dernières de ses économies. Les quelques feuilles imprimées éparpillées sur sa table avaient déjà des coins humides et recourbés. La climatisation soufflait directement sur la nuque de Sofía. Le froid, comme une main invisible, pressait son cou, faisant se contracter les muscles de son dos jusqu'à ce qu'ils durcissent. Elle voulait changer de siège, mais la médiatrice s'était déjà assise et elle ne pouvait plus bouger. Cette affaire concerne la dissolution du lien matrimonial et l'attribution de la tutelle et de la garde de l'enfant mineur, a déclaré la médiatrice. Une femme d'une 50aine d'années aux rides profondes autour des yeux parlait d'une voix dépourvue d'émotion. Selon l'article 92 du Code civil, les deux parties doivent donner la priorité au bien-être de l'enfant. Défendeur, présentez vos arguments. L'avocat principal de Ricardo se leva en silence. Le bruit des feuilles qui s'agitaient résonna avec une netteté particulière. Sofía fixa les mains de l'avocat, des ongles parfaitement manucurés, une simple alliance à son annulaire. Soudain, elle pensa, comment cet avocat expliquera-t-il l'affaire d'aujourd'hui à sa femme? Il lui dira qu'il a proprement congédié la femme d'un client riche. Le défendeur, Monsieur Ricardo Montenegro, allègue que la demanderesse, Madame Sofía Vargas, a négligé ses devoirs conjugaux et domestiques pendant le mariage et qu'il existe des différences irréconciliables dans les valeurs et le mode de vie. Par conséquent, le mariage est irrémédiablement rompu. En ce qui concerne la garde de l'enfant, le défendeur disposant de ressources financières et d'un bagage éducatif largement supérieur soutient qu'il peut offrir un environnement beaucoup plus stable à l'enfant, Matteo Montenegro. Chaque mot qui parvenait aux oreilles de Sofía était comme du papier raclant son cœur. Elle se souvint des dernières années, les jours où elle se levait à 5 heures du matin pour s'occuper de son beau-père souffrant, et les fois où, accroupie sur la terrasse, elle lavait à la main les délicates chemises de haute couture de Ricardo, qui ne pouvaient pas passer à la machine. Les fois où elle baissait la tête et se mordait la lèvre face aux insultes de sa belle-mère. Des différences de valeur? Chaque fois qu'elle suggérait d'aller dans un parc d'attractions ou à la plage avec leur fils, Ricardo fronçait les sourcils et disait « Ces endroits sont vulgaires, je n'y vais pas ». Au lieu de cela, il poussait Matteo vers le club d'équitation, les cours de golf et les cours de piano. Demanderesse, des objections? La voix sèche de la médiatrice la ramena à la réalité. L'avocat de Sofía se leva en s'éclaircissant la gorge. Même dans ce geste trivial, un manque de confiance était palpable, faisant rater un battement au cœur de Sofía. La demanderesse s'est occupée du foyer et de son fils avec un dévouement total pendant le mariage, et son lien affectif avec l'enfant est très profond. Bien qu'elle n'ait actuellement aucun revenu fixe, sa volonté de travailler est inébranlable et elle a la capacité de fournir un environnement affectif stable à l'enfant. Par conséquent, nous demandons fermement que la garde lui soit confiée. Ricardo laissa échapper un bref éclat de rire. Ce n'était pas un son fort, mais dans la salle de médiation silencieuse, il résonna comme le tonnerre. Sofía se tourna vers lui. Il envoyait des messages sur son téléphone.
Ce sourire méprisant qu'elle connaissait si bien flottait sur ses lèvres. Il ne semblait même pas avoir l'intention de lever les yeux vers elle. Les positions des deux parties sont irréconciliables. Conformément à la loi de procédure civile, nous allons entendre directement la déclaration du mineur, a déclaré la médiatrice en fermant son dossier. Faites entrer le jeune homme, Matteo. La respiration de Sofia devint rapide. Elle se tourna vers la porte latérale de la salle. La peinture écaillée autour de la poignée de porte gris clair lui semblait particulièrement nette aujourd'hui. Elle se souvint de la scène de ce matin devant le palais de justice, Matteo descendant de la Mercedes noire de Ricardo. Chemise blanche, pantalon bleu marine impeccable, cheveux parfaitement peignés sur le côté. Elle voulait courir vers lui, mais le chauffeur de Ricardo s'interposa avec un sourire professionnel. « Madame Vargas, veuillez attendre dans la salle de médiation. Ce n'est pas opportun. » La porte s'ouvrit. Matteo entra, âgé de 12 ans. Il atteindrait bientôt la hauteur de son épaule. Le gras de bébé sur ses joues avait disparu et sa mâchoire était devenue saillante. Ses yeux ressemblaient aux siens, mais son expression était une copie conforme de celle de Ricardo ou plutôt, celle que Ricardo lui avait appris à adopter. Poli, froid et impeccable. Matteo, la voix de la médiatrice s'adoucit. Oui, je sais. La voix de Matteo était claire, sans trace de tremblement. Mes parents divorcent et on m'a dit que je devais décider avec qui je veux vivre. Sofia voulait appeler son fils par son nom, mais sa gorge était si serrée qu'aucun son ne sortit. Tout ce qu'elle pouvait faire était de fixer la nuque de son fils, le petit grain de beauté derrière son oreille. Quand il était bébé et qu'elle le berçait pour l'endormir, son menton frôlait toujours ce même endroit. « Et qu'en penses-tu, Matteo ? Veux-tu vivre avec ton père ou ta mère ?» L'air dans la pièce devint lourd comme du plomb. Sofia pouvait entendre les battements de son propre cœur résonner dans ses oreilles. Boum, boum, boum. Elle vit Matteo se retourner et balayer la pièce du regard, observant l'équipe d'avocats ostentatoires de son père et, de l'autre côté, la silhouette désolée de sa mère avec ses papiers froissés. Finalement, le garçon leva la main et désigna Ricardo. « Je veux vivre avec mon père. » Sofia sentit comme si tout le sang de son corps se glaçait instantanément. « Parce qu'il a beaucoup d'argent », continua la voix de Matteo. Chaque mot était une lame tranchante volant vers elle. « Il peut me donner la meilleure éducation et le meilleur environnement. Si je vais avec ma mère, je n'aurai rien. » Rien. Ce mot résonna dans l'esprit de Sofia, de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'il engloutisse le bourdonnement des néons et celui de la climatisation. Elle voulait bondir et courir vers son fils, le serrer dans ses bras et lui demander pourquoi, le supplier, lui dire qu'elle ferait plus d'efforts et lui demander de lui donner du temps. Mais ses jambes, comme enchaînées par du plomb, ne bougeaient pas. Elle resta assise immobile, fixant le visage sans expression de Matteo, les lèvres qui avaient prononcé ces mots cruels et les yeux qui ne contenaient aucune trace de pitié. Les larmes qu'elle avait retenues coulèrent enfin. Elle se couvrit la bouche, mais les sanglots s'échappèrent entre ses doigts, déchirant le silence de la pièce. Demanderesse, contrôlez vos émotions. La voix de la médiatrice était glaciale. Sofia se mordit le dos de la main si fort qu'elle faillit saigner, essayant d'étouffer ses sanglots. À travers sa vision floue, elle vit Ricardo se lever. Il tapota l'épaule de Matteo avec un sourire triomphant. Ses avocats commencèrent également à rassembler leurs documents avec des gestes détendus. « Les souhaits de l'enfant sont clairs », dit enfin Ricardo de son ton arrogant habituel. « Sofia, il est temps que tu acceptes la réalité. Prolonger cela n'est qu'une perte de temps. » Signe. L'avocat de Sofia lui murmura quelque chose à l'oreille. Il lui disait probablement d'affronter la réalité, que faire appel n'avait aucune chance de succès et que les frais de litige seraient énormes. Elle ne l'entendit pas et ne voulait pas l'entendre. Elle fixait simplement le dos de Matteo alors qu'il s'éloignait vers la porte, suivant Ricardo. Le garçon qui courait autrefois en sautillant marchait maintenant à petits pas, comme un adulte, comme s'il réprimait quelque chose de force. Matteo. Un gémissement étouffé et métallique s'échappa de ses lèvres. Matteo. Mais le garçon ne se retourna pas. Les jours suivants furent un cauchemar sans fin. L'accord de divorce fut rédigé par l'équipe de Ricardo. L'avocat de Sofia, après l'avoir examiné, fit claquer sa langue. Il dit qu'il n'avait jamais vu un accord avec autant de clauses abusives.
Clause 1. Sofia Vargas renonce à toute réclamation concernant la liquidation de la communauté de biens formés pendant le mariage. Clause 2. Sofia Vargas renonce à son droit à une pension compensatoire. Clause 3. Sofia Vargas renonce à la garde du mineur. Sofia tremblait comme une feuille en lisant les petits caractères. Vous n'êtes pas obligé de signer. Nous pouvons aller jusqu'au bout du processus, dit son avocat. Pour gagner quoi? La voix de Sofia était si fragile qu'elle semblait sur le point de se briser. Matteo l'a dit avec ses propres mots. Il ne veut pas vivre avec moi. Elle ne put finir sa phrase, mais finit par signer. Elle écrivit son nom dans tous les espaces qu'il exigeait. Le jour où elle quitta le tribunal, une pluie légère tombait sur Madrid. Elle marcha longtemps sous la pluie, sans parapluie. Des gouttes qu'elle ne pouvait distinguer des larmes roulaient sans fin sur son visage. Elle fut expulsée de l'appartement de 200 mètres carrés dans le quartier de Salamanca où elle avait vécu pendant 12 ans, un endroit qu'elle connaissait si bien qu'elle aurait pu le traverser les yeux fermés. La marque d'un autocollant sur le mur de la chambre de son fils, le creux dans le canapé du salon, le tiroir de la cuisine où elle gardait le chocolat préféré de son fils. Tous les souvenirs étaient vifs, mais désormais aucun d'eux n'avait plus rien à voir avec elle. Le jour du déménagement, les hommes envoyés par Ricardo lui donnèrent exactement 2 heures pour faire ses valises. En entrant dans le dressing, Sofia regarda les vêtements de créateur que sa belle-mère l'avait forcée à acheter. Elle n'emporta pas un seul vêtement. Les seules choses qu'elle prit furent quelques photos de son fils enfant, un ornement en coquillage rudimentaire qu'ils avaient acheté lors d'un voyage familial aux îles Canaries. Et un dessin que son fils avait fait pour elle de ses propres mains pour son 6e anniversaire, un morceau de papier où, d'une écriture maladroite, il était écrit « Maman, je t'aime ». Elle mit tout cela dans un sac en plastique et quitta ce luxueux appartement. Le concierge la regarda avec une expression étrange, un mélange de pitié et de mépris, un regard qui autrefois lui aurait été indifférent, mais qui maintenant la transperçait comme un poignard. Une voisine qu'elle croisa dans l'ascenseur fit semblant de regarder précipitamment son téléphone portable, sans même la regarder. L'employé de l'administration, d'un ton professionnel, lui dit « Madame Vargas, vous devez rendre la carte d'accès », et tendit la main. C'est ainsi que les choses fonctionnaient dans ce monde. Au moment où le titre de femme de Ricardo Montenegro disparut, elle devint une femme invisible, ou pire. Au terminal des départs de l'aéroport Adolfo Suárez, Madrid-Baraja, l'écran affichait IB 6251, embarquement en cours. Sofia, cachée derrière une rampe en verre au 2e étage, fixait intensément le contrôle des passeports au loin. Elle s'était légèrement maquillée après de nombreux jours, mais ses yeux enfoncés et ses rides prononcées ne pouvaient être cachés. Elle portait la même robe bleu marine usée que le jour du procès. C'était le seul vêtement décent qui lui restait. Elle n'aurait pas dû venir. Le burofax que Ricardo lui avait envoyé était clair, suite au divorce par consentement mutuel, Madame Vargas ne peut approcher ou contacter le mineur Matteo Montenegro sans le consentement écrit de Monsieur Montenegro. À ce moment-là, elle violait l'accord. Si Ricardo l'apprenait, il pourrait demander une ordonnance d'éloignement et l'empêcher de revoir son fils à jamais. Mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle voulait le voir une dernière fois, même de très loin. Parmi la foule, elle repéra une silhouette familière. Matteo, portant un sweat à capuche bleu foncé et un sac à dos noir, suivait Ricardo. Ricardo, fronçant les sourcils, donnait des instructions à un assistant tandis que 2 gardes du corps les entouraient. Les pieds de Sofia bougèrent d'eux-mêmes. Elle agrippa la rampe en verre si fort que ses articulations devinrent blanches. Elle voulait crier son nom. Elle voulait bondir et le serrer dans ses bras, crier que maman était venue dire au revoir, qu'elle l'attendrait toujours, qu'elle l'aimait, mais elle ne le pouvait pas. Elle savait parfaitement à quel point elle avait l'air misérable, à quel point sa voix sonnerait brisée, comment les gardes du corps l'entraîneraient, et avec quel regard Ricardo la foudroierait. Alors elle se mordit simplement la lèvre et grava dans sa mémoire l'image du dos de son fils alors qu'il s'éloignait derrière la vitre. C'est alors que Matteo s'arrêta, se retourna soudainement et dit quelque chose à l'assistant. L'assistant se pencha pour écouter, puis en informa Ricardo. Ricardo, avec un geste d'agacement, lui dit de se dépêcher. À ce moment, Matteo commença à courir. Le cœur de Sofia rata un battement. Son fils se frayait un chemin à travers la foule, courant à toute vitesse vers le 2e étage. Le sac à dos rebondissait sur son dos et ses pieds bougeaient désespérément. Les gardes du corps, surpris, hésitèrent un instant avant de commencer à le poursuivre, mais Matteo était rapide.
Il monta l'escalier mécanique 2 marches par 2 marches, esquivant les gens, et en un instant, il fut debout devant Sofia. « Maman !» Le garçon de 12 ans se jeta sur elle. Ses bras encerclèrent sa taille avec une force qui faillit la briser, et il enfouit sa tête contre sa poitrine. L'impact fit chanceler Sofia, mais instinctivement elle le serra de toutes ses forces. Le corps de Matteo tremblait comme une feuille. L'odeur de son fils, beaucoup plus grand qu'elle ne s'en souvenait, mélangée à l'air sec de l'aéroport, lui piqua le nez. « Maman !» La voix de Matteo était un murmure, si bas que seule elle pouvait l'entendre. « Écoute bien, on n'a pas le temps. » Que? Quelque chose de froid glissa dans la paume de Sofia, une carte en plastique. Matteo, évitant le contact visuel, serra fort sa main pour cacher la carte. « C'est tout ce que j'ai économisé des cadeaux de Noël et de l'argent que mon grand-père m'a donné en secret. » « Il y a 60 000 €, lâcha Matteo. « Le code, c'est ton anniversaire, 0317. » Matteo. Sofia était essoufflée, incapable de parler. « Maman !» Matteo leva la tête et la regarda directement dans les yeux. Ses yeux étaient larmoyants, mais son regard était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une détermination et une froideur incroyables pour un garçon de 12 ans. « N'abandonne pas jusqu'à mon retour. » Le garçon la serra fort une fois de plus puis s'écarta brusquement. Sofia voulait lui demander ce que tout cela signifiait, pourquoi il faisait cela, lui dire qu'elle ne pouvait pas accepter cet argent. Mais Matteo s'était déjà éloigné. Sur son visage, le désespoir d'un instant plus tôt avait disparu, remplacé par le même masque de froideur qu'elle avait vu dans la salle d'audience. « Monsieur, le président vous attend », cria l'un des gardes du corps, arrivé en courant et essoufflé. « J'arrive. » La voix de Matteo était sèche. Le garçon ne regarda pas en arrière. Sofia, stupéfaite, resta à fixer la carte dans sa main. Elle regarda son fils, entouré de gardes du corps, retourné vers Ricardo. Elle vit Ricardo le saisir rudement par l'épaule et le gronder, et elle les vit tous deux disparaître par la porte d'embarquement. Elle ne scia pas une seule fois. Les mains tremblantes, elle ouvrit sa paume et regarda la carte. Une simple carte de débit grise. Une de ses larmes tomba dessus, brouillant les chiffres. Jusqu'à son retour. Jusqu'à ce que nous récupérions ce qui est à nous. Alors elle comprit. Les mots cruels que son fils avait prononcés dans la salle de médiation, ces mots qui lui avaient déchiré le cœur, avaient été une comédie. Ce garçon, pour survivre, pour sauver sa mère, pour survivre dans cette maison infernale, avait joué une pièce parfaitement calculée. Sofia s'effondra au sol, se couvrit le visage de ses mains et éclata en sanglots comme un animal. Les annonces de l'aéroport, le froissement des valises, les rires des gens, tout s'effaça au loin. Avec tous les sons du monde réduits au silence, elle s'effondra seule. Combien de temps elle pleura, elle ne le sut pas. Quand ses genoux s'engourdirent et que ses larmes séchèrent, l'avion pour New York avait déjà disparu dans le ciel gris. Elle se leva d'un pas instable, essuya rudement ses larmes du revers de la main, fourra sa carte de débit au plus profond de ses sous-vêtements au plus près de son cœur et prit une profonde inspiration. L'air qui remplit ses poumons la brûla. Elle se tourna et marcha vers la sortie de l'aéroport. L'aube se lève sur les entrepôts de tissus près de Tirso de Molina à 4h30 du matin, et on dirait déjà le plein jour. Sofia, portant un long manteau matelassé gris décoloré, attendait devant un grossiste. Dans sa main, elle tenait un paquet d'échantillons de tissu froissé. L'air de mars à Madrid coupait encore comme un couteau. Le vent glacé de la balayeuse, qui nettoyait les allées du marché, battait impitoyablement ses chevilles nues entre l'ourlet de son pantalon et ses baskets, au point que sa peau semblait violette et prête à éclater. « Patron, ne pouvez-vous pas baisser un peu plus le prix de ce serge de coton ? Je vais prendre 30 pièces cette fois, demanda-t-elle d'une voix suppliante, en tendant les échantillons. La propriétaire de l'entrepôt était une femme d'une 50aine d'années aux cheveux permanentés. Ses doigts, jaunis par le tabac, sentaient la nicotine. La femme l'examina de la tête aux pieds avec le regard calculateur d'un marchand. « C'est une nouvelle marque. Je viens de commencer. » La propriétaire fit traîner le mot et jeta les échantillons sur le comptoir. « Je paie les nouveaux venus en espèces. Ne rêvez même pas que je vous accorde un crédit. » « Je sais. J'ai apporté les espèces. » Sofia sortit une épaisse enveloppe de la poche intérieure de son manteau. Elle était pleine de billets de 50 €. Les yeux de la propriétaire brillèrent.
Elle prit l'enveloppe, humidifia ses doigts avec de la salive pour compter l'argent, et ce n'est qu'alors que son expression rigide se détendit légèrement. « Ma fille, tu as du cran. D'accord, je t'enlève 2 € par pièce. Quelle couleur veux-tu » C'était le 3e mois que Sophia fréquentait cet endroit. De ses 60 000 €, elle n'avait pas dépensé un seul centime. La carte était enveloppée dans un vieux pull, caché au fond d'une armoire dans son appartement de 30 mètres carrés en demi-sous-sol, où elle payait 300 € de loyer par mois, sous un sac en simili-cuir. Cet argent était la bouée de sauvetage que son fils lui avait donnée en risquant tout. Son dernier recours, elle n'osait pas y toucher. Elle avait trouvé du travail comme assistante de design dans un petit atelier de confection avec un salaire de 1 000 € par mois. Après avoir payé le loyer, la nourriture, les produits de toilette et les transports publics, il ne lui restait plus rien. À ce rythme, il lui faudrait plus de 2 ans juste pour économiser de quoi enregistrer sa propre entreprise trop lent. C'est pourquoi elle venait ici chaque nuit. Le jour, elle travaillait dans l'atelier à faire des patrons et des courses. Après le travail, de 23 h à 5 h du matin, elle travaillait comme aide dans les entrepôts, emballant de la marchandise et soulevant des rouleaux de tissu pesant des dizaines de kilos pour 8 € de l'heure. Elle avait l'impression que son dos et ses épaules se brisaient, mais elle tenait bon avec des analgésiques. Aujourd'hui, elle n'était pas venue travailler, mais faire des achats. Elle avait enfin économisé assez d'argent pour sa première pièce de tissu. Elle erra dans le marché pendant encore 2 heures. Elle nota méticuleusement le prix, la composition et le toucher de chaque tissu dans un carnet. Le carnet, froissé par la sueur, était rempli d'une écriture minuscule. Quand elle sortit, il faisait déjà jour. Le soleil d'hiver à Madrid était pâle, sans chaleur. En attendant un feu rouge, elle ressentit une pointe à l'estomac. Elle n'avait pas mangé depuis 16 heures, depuis le sandwich que la propriétaire de l'entrepôt lui avait donné la veille. Manger à la maison. Je dois économiser chaque centime. Sa maison était à 20 minutes de marche à un demi-sous-sol au bas d'une colline escarpée. Cet endroit, d'à peine 25 mètres carrés, était sombre même pendant la journée. La fenêtre était au niveau du trottoir, et tout ce qu'elle voyait de la journée était les pieds des gens qui passaient. Quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait par le cadre de la fenêtre, et elle devait mettre des serviettes et un seau, mais c'était son seul refuge parce que c'était bon marché. En ouvrant la porte, elle fut accueillie par une odeur de moisi et d'humidité. Elle y était habituée maintenant. Elle posa soigneusement les échantillons de tissu sur le bureau et s'assit sur le lit pliant. Sergé de coton, mélange modal, soie. Dans son esprit, les vêtements commençaient à prendre forme. Une silhouette propre, une coupe nette, pas des effioritures, la force du tissu lui-même un luxe que celui qui le porte pourrait ressentir sur sa peau. C'était différent des vêtements ostentatoires et de mauvais goût qu'elle créait autrefois pour plaire à sa belle-mère. C'était du vrai Sofia Vargas. Elle prit un crayon et commença à dessiner. Ses mains tremblaient. Elle ne savait pas si c'était le froid, la faim ou l'excitation. Elle dessina et effaça, froissa des papiers et les jeta, et recommença. Le sol était couvert de boules de papier. Combien de temps s'écoula-t-il ? Finalement, elle dessina une chemise qui lui plaisait, une courbe subtile qui suivait la ligne du col, des boutons en nacre naturelle, une minuscule pince cachée dans le dos qui définissait la taille. Elle contempla le croquis pendant un long moment, puis se leva et ouvrit l'armoire. Elle sortit le vieux pull et la carte de débit. Elle la tint dans la paume de sa main. 60 000 €. Combien son fils avait-il dû endurer pour économiser cet argent ? Combien de larmes de sang avait-il versé intérieurement en prononçant ces mots cruels ? Elle serra la carte si fort que le bord s'enfonça dans sa peau. Matteo, sa voix résonna doucement dans la petite pièce. Maman va te le prouver. Elle remballa soigneusement la carte et la remit au plus profond de l'armoire. Cet argent était la foi de son fils, son arme ultime. Jusqu'à ce que ce jour vienne, elle devrait grimper de zéro de ses propres mains. Il lui fallut 2 ans, en commençant dans cette minuscule chambre de la rue Tirso de Molina. La première année, elle ne vendit qu'en ligne. Le jour elle travaillait, et la nuit elle cousait dans son demi-sous-sol. La vieille machine à coudre d'occasion qu'elle avait achetée dans un marché aux puces faisait un bruit infernal. Quand les voisins du dessus frappaient contre le mur pour se plaindre, elle se couvrait d'une couverture et cousait à la main. Le bout de ses doigts était toujours couvert de marques de piqûres. L'année suivante,
elle ouvrit sa première boutique dans un coin du 3e étage d'un petit centre commercial à Malazana. L'appeler une boutique était exagéré, c'était un box de 2 mètres carrés. C'était dans un coin où il n'y avait presque pas de passage, mais elle l'avait décoré comme une galerie. Elle ne suspendit pas beaucoup de vêtements, juste 5 pièces, mais ces 5 pièces étaient si parfaites qu'elles arrêtaient les passants dans leur élan. Au début, elle ne vendit rien. Le propriétaire de la boutique d'à côté fit claquer sa langue. « Ma fille, qui utilise des tissus aussi chers dans ce quartier? Les gens viennent ici chercher des affaires. Penses-tu que tu pourras payer le loyer comme ça ?» Sophia sourit simplement. Elle persévéra. 3 mois plus tard, son opportunité arriva. Une femme d'âge mûr, simplement vêtue, entra dans la boutique après avoir hésité un moment. Elle toucha le tissu, le retourna pour examiner les coutures et demanda « Avez-vous cette chemise dans d'autres couleurs ?» Sophia expliqua calmement les caractéristiques du tissu et la coupe. La femme hocha la tête et lui tendit une carte de visite. Isabelle Roca, directrice des achats, boutique Roca. Je suis acheteuse, je travaille avec des clients du Japon. Avec cette qualité, cela se vendrait bien dans les magasins de Tokyo. Donnez-moi 10 échantillons de chaque couleur. Ce jour-là, en rentrant chez elle, Sophia inséra sa carte dans un distributeur pour la première fois. Solde, 60 000 €. Le chiffre restait inchangé. Fixant l'écran froid de la machine, elle se promit, pas encore. Et c'est ainsi qu'elle grimpa étape par étape. La 3e année, elle loua un ancien bâtiment industriel rénové à Legazpi et y installa son bureau. Le nom de la marque, Vargas, le nom de famille de Sophia, son identité retrouvée. Elle paria tout sur les réseaux sociaux, écrivit des lettres manuscrites à des influenceurs peu célèbres mais de bon goût, et leur envoya des vêtements. L'honnêteté fonctionna. Cette chemise vous change, commencèrent-ils à dire. Le bouche à oreille se répandit et les commandes montèrent en flèche. Dans sa 5e année, elle ouvrit sa première boutique phare sur la rue Fuencarral. Seules 7 personnes assistèrent au jour de l'ouverture, mais elle ne pleura pas. Ce n'était que le début. 10 ans passèrent. Sofia Vargas se tenait devant la fenêtre de son bureau au 3e étage de la boutique phare de Vargas sur la rue Serrano. À travers la vitre s'étendait la vue nocturne éblouissante de Madrid. Le magasin de 500 mètres carrés était décoré de marbre italien et de meubles sur mesure. Les vêtements qu'elle concevait étaient éclairés comme s'ils étaient des œuvres d'art. Aujourd'hui avait lieu le lancement de la nouvelle ligne premium de Vargas. En bas, les journalistes s'étaient déjà rassemblés et les célébrités posaient sur le tapis rouge. Sophia portait un costume noir conçu par elle-même, avec un col impeccable, une silhouette qui accentuait sa taille et une ligne d'épaule puissante. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant, et de petites boucles d'oreilles en perles brillaient à ses lobes. Elle n'était plus la femme ébouriffée qui pleurait à l'aéroport il y a 10 ans. Madame la directrice, son chef de cabinet s'approcha avec une tablette. La conférence de presse est prête, mais l'assistant hésita. « Dites-moi » dit Sophia sans quitter la fenêtre des yeux. « Il y a pas mal d'agitation dans le bâtiment d'en face, au groupe Monténégro. Il semble qu'ils aient également une réunion de société d'investissement là-bas aujourd'hui. Certains journalistes qui sont allés couvrir l'événement disent qu'ils reviendront ici plus tard. » Sophia plissa les yeux. Groupe Monténégro, la société de Ricardo. Les rumeurs dans le secteur allaient déjà bon train, des problèmes de liquidité dus à une expansion imprudente, un ratio d'endettement dépassant les 300% et la pression des créanciers. Le groupe Monténégro, qui il y a 10 ans semblait être au sommet du monde, était maintenant un Titanic en train de couler. L'accord d'investissement d'aujourd'hui était leur dernière bouée de sauvetage, un contrat avec un investisseur légendaire des États-Unis, connu sous le nom de code Monsieur Monténégro. Il était inévitable qu'un nom de famille aussi commun provoque un émoi dans son cœur. « Ne t'en fais pas » dit Sophia froidement en se détournant. « Nous nous en tiendrons à nos propres affaires. » Mais elle savait pourquoi elle avait organisé l'événement précisément aujourd'hui, à 7 heures, dans ce lieu surplombant le siège du groupe Monténégro. Son regard se déplaça vers le hall du bâtiment d'en face. On pouvait voir des hommes en costume noir s'y déplacer précipitamment. À ce moment-là, une limousine noire s'arrêta doucement devant l'entrée. Les flashs des appareils photo des journalistes commencèrent à crépiter. La portière de la voiture s'ouvrit et quelqu'un en sortit. Sophia retint son souffle. Il regarda ailleurs et descendit. Quel que soit ce mystérieux monsieur M, il n'avait rien à voir avec elle.
Son fils était aux États-Unis, et elle n'avait pas eu de contact avec lui depuis 10 ans. Ce garçon de 12 ans qui lui avait demandé d'attendre aurait déjà terminé ses études universitaires et aurait peut-être sa propre vie, ses propres amis, son propre avenir. Peut-être avait-il déjà oublié cette mère pathétique pleurant à l'aéroport. Peut-être regrettait-il de lui avoir donné cette somme énorme de 60 000 euros. Peut-être. Sophia secoua la tête brusquement pour chasser ses pensées. Y penser ne faisait que lui causer plus de douleur. La présentation fut un succès. La nouvelle collection de Vargas reçut des éloges presque unanimes de la part de la presse et des acheteurs, et les directeurs d'achat de plusieurs grands magasins lui firent des offres de distribution sur le champ. Sophia monta à la tribune et répondit aux questions des journalistes avec élégance, calme et une précision impeccable. Madame Vargas, la rumeur court que Vargas prévoit d'entrer sur le marché de la haute couture pour concurrencer les marques de luxe internationales. C'est vrai, nous le préparons, mais les plans spécifiques sont encore en phase de discussion, il serait donc prématuré d'en parler. Madame Vargas, quel est selon vous le secret du succès de Vargas? Je ne pense pas qu'il y ait de secret. J'ai simplement mis mon cœur dans chaque vêtement. Le costume que vous portez aujourd'hui est extraordinaire. Pourriez-vous nous en parler? C'est la pièce maîtresse de cette saison. Elle s'appelle Retour. L'inspiration? Sophia marqua une pause. Je l'ai trouvée en attendant. Dans ce sentiment d'aspirer fervemment à ce que quelqu'un rentre à la maison. Les journalistes, occupés à taper sur leurs ordinateurs portables, ne remarquèrent pas l'ombre fugace de nostalgie et d'amertume qui traversa ses yeux. Lorsque la présentation se termina, Sophia déclina poliment l'invitation de son chef de cabinet à un dîner de célébration. Elle voulait être seule. Elle quitta le magasin et marcha lentement le long du Paseo de la Castellana. Le printemps à Madrid battait son plein et les fleurs de cerisier dans les jardins étaient à leur apogée. Des pétales roses, portés par le vent, se posèrent sur son épaule. Soudain, elle se souvint de la femme qu'elle était il y a 10 ans, tremblant sous le vent coupant des marchés, le demi-sous-sol de 25 mètres carrés avec l'odeur de moisissure, le grincement nocturne de la vieille machine à coudre. Elle l'avait fait. Elle l'avait vraiment fait. Mais où était son fils? À qui devait-elle le prouver? Sophia s'arrêta sous un cerisier et regarda les pétales tomber. 10 ans. Exactement 10 ans s'étaient écoulés. Elle avait essayé d'apprendre quelque chose sur Matteo, mais Ricardo avait été si secret qu'en dehors de l'information superficielle selon laquelle il fréquentait une prestigieuse université américaine, elle ne pouvait rien découvrir d'autre. Elle ne savait pas comment il avait grandi, s'il était plus grand, si sa voix avait changé, ou s'il se souvenait encore de sa mère. La carte de débit avec les 60 000 euros était toujours rangée dans son coffre-fort, intacte, sans qu'un seul centime n'ait été dépensé. Elle avait pensé des milliers de fois à aller le chercher aux États-Unis. Mais elle faisait toujours demi-tour à l'aéroport par peur de perturber sa vie, d'être un fardeau, et surtout, par peur qu'il ne soit pas aussi impatient de la voir qu'elle l'imaginait. 10 ans, c'est assez de temps pour transformer un garçon de 12 ans en un jeune homme de 22 ans. Combien de choses qu'elle ignorait s'étaient produites pendant ce temps, et si son fils détestait toujours Ricardo, et s'il considérait la demande de sa mère de tout récupérer comme une farce enfantine. Oui, directrice. Une voix urgente l'appela derrière elle. C'était son assistante, Clara. Sophia se retourna et vit Clara courir vers elle, essoufflée. Elle lui tendit son téléphone portable avec une expression étrange, un mélange de choc et d'incrédulité. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de la société d'investissement dans le groupe Monténégro, dit Clara, essayant de reprendre son souffle. C'est le chaos. Quel chaos? Cet investisseur américain, Monsieur M. Clara, d'une main tremblante, rapprocha l'écran du téléphone portable d'elle. Il est apparu. Sophia baissa les yeux sur l'écran. Un article de dernière minute incluait une photo floue prise sur les lieux. Avec la salle de conseil du groupe Monténégro en arrière-plan, on pouvait voir un jeune homme en costume gris foncé, au profil sculpté et aux cheveux parfaitement peignés en arrière. La qualité de l'image était médiocre et ses traits n'étaient pas clairement distinguables. Mais au moment où elle vit cette silhouette, cette présence, le cœur de Sophia sembla s'arrêter. D'une main tremblante, elle agrandit la photo autant qu'elle le put, jusqu'à ce que les pixels se brisent. Et là, elle le vit, les yeux qui ressemblaient aux siens, le petit grain de beauté derrière son oreille qu'elle embrassait à sa naissance, les lèvres identiques à celles d'il y a 10 ans, mais beaucoup plus marquées.
Ses jambes se dérobèrent et elle faillit tomber, mais elle s'agrippa au tronc du cerisier pour rester debout. « Directrice, allez-vous bien ? » ?»« Directrice !» s'exclama Clara, effrayée, en la soutenant. Sophia ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. C'était son fils. C'était Matteo. Le garçon de 12 ans qu'il avait serré dans ses bras à l'aéroport, lui avait mis 60 000 € dans la main et était parti sans se retourner. Ce garçon était revenu. L'atmosphère dans la salle de conseil du groupe Monténégro était dense et lourde. L'expression de Ricardo Monténégro, assis en bout de table, était passée de l'attente au doute, puis à l'étonnement, et enfin, à une pâleur d'incrédulité. Sa main, tendue pour serrer celle de Monsieur M, resta suspendue en l'air, incertaine de l'endroit où aller. L'autre personne ne l'avait même pas regardé. Le jeune homme, vêtu d'un impeccable costume gris foncé sur mesure, était entré dans la pièce et, dès le premier instant, avait fixé son regard sur un point, comme attiré par un aimant, et avait marché d'un pas déterminé. Il passa devant Ricardo, devant la file d'avocats et de comptables, devant les montagnes de documents, les ignorant tous comme s'ils étaient transparents, et s'arrêta devant une femme. Sophia se tenait dans un coin de la pièce. Une demi-heure plus tôt, son assistante Clara, tirant toutes les ficelles, lui avait obtenu une accréditation de visiteur en tant que directrice du groupe Vargas. En réalité, c'était une instruction de Monsieur dans la liste des conditions qu'il avait présentées au groupe Monténégro. Il y avait un point, Madame Sofia Vargas doit être présente à la cérémonie de signature. Ricardo n'en comprenait pas la raison, mais il ne refusa pas. Il n'osa pas refuser. Il avait un besoin urgent de cette injection de capital. Quand Sofia entra dans la pièce, Ricardo la regarda avec un mélange de haine et de mépris. Il entendit même un commentaire sarcastique adressé à la personne à côté de lui, Sofia Vargas. « Que diable fait cette femme ici ? Une simple vendeuse de vêtements sur les étals de marché, comment ose-t-elle venir dans un endroit comme celui-ci » Mais sa moquerie ne dura pas longtemps car la porte s'ouvrit et Monsieur M entra. Et toute la pièce tomba dans un silence de mort. Le jeune homme longea la grande table de réunion. Ses pas, ni rapides ni lents, résonnaient comme un compte à rebours. En passant devant Ricardo, il ne tourna même pas la tête, comme s'il était de l'air ou un mur ou un meuble gênant. Enfin, il s'arrêta devant Sophia et s'agenouilla lentement sur le sol. Un halètement étouffé résonna dans la pièce. « Mère !» Les yeux du jeune homme étaient rouges quand il leva la tête. Sa voix, qui avait voyagé à travers 10 ans de silence, était brisée. « Je suis de retour. J'ai mis trop de temps à te faire attendre. » Sophia, tremblant comme une feuille, était clouée sur place. Le jeune homme devant elle faisait une tête de plus qu'elle, un visage à la fois inconnu et douloureusement familier, avec de légères marques de souffrance autour des yeux et des épaules larges. Il n'était plus un garçon de 12 ans. Il était devenu un homme fort, durci par 1000 batailles, mais ses yeux étaient le même regard de culpabilité et de détermination qu'elle avait vu à l'aéroport il y a 10 ans. Matteo, un gémissement étouffé et métallique s'échappa de ses lèvres. « Comment ?» Matteo se leva et prit doucement les mains de sa mère dans les siennes. Les paumes, larges et rugueuses, étaient couvertes de callosités et des callosités qui étaient comme des médailles remportées à force de taper sans fin, de rédiger des rapports et de lutter avec la paperasse. Mais la pression avec laquelle il tenait les mains de sa mère était incroyablement douce, comme s'il manipulait le trésor le plus précieux au monde. « La promesse que je t'ai faite, mère, dit-il d'une voix basse et ferme. Je l'ai déjà accomplie. » Les larmes contenues de Sophia coulèrent comme un torrent. La salle de conseil sombra dans le chaos. Ricardo, comme s'il avait été frappé à l'arrière de la tête avec un maillet, restait là, hébété, regardant alternativement Matteo et Sophia. Ses lèvres tremblaient, il ne comprenait pas ce qui se passait. Matteo ? Réussit-il à articuler avec difficulté. C'est toi Monsieur M ? Matteo lâcha les mains de sa mère et se tourna lentement face à Ricardo. Son regard était complètement différent de ce qu'il était un instant auparavant. Il était aussi froid que la steppe sibérienne, un regard dans lequel il n'y avait aucune trace de l'affection qui devrait exister entre un père et un fils. Monsieur Monténégro, Matteo n'utilisa même pas le mot au père, cela fait 10 ans, n'est-ce pas ? Le visage de Ricardo devint cendré. De quoi parles-tu ? N'étudiais-tu pas aux États-Unis ? Matteo laissa échapper un rire sec, un sourire si glacial que la peau de Sophia se hérissa.
Elle se souvint avoir prié il y a longtemps, quand Matteo était bébé, pour que son fils n'hérite pas de ce sourire cruel de son père. Il est vrai que je suis allé aux États-Unis, mais j'ai abandonné l'école après 2 ans parce que tu as coupé mon financement. La voix de Matteo était aussi calme que s'il parlait de la météo. Il semble que tu ne t'en souviennes pas. À cette époque, tu étais trop occupé à épouser Lucia Riva, allant de fête en fête et dépensant l'argent de l'entreprise à profusion. Le compte d'inscription était vide depuis 3 mois. Le loyer avait 2 mois de retard et j'étais sur le point d'être expulsé, et je n'avais pas d'argent pour la nourriture, alors je survivais avec un sandwich par jour. J'ai appelé ta secrétaire et elle m'a dit que tu étais en réunion, que tu me rappellerais. Cet appel a mis 6 mois à arriver. Le visage de Ricardo se contracta. Un mélange de honte, d'humiliation et de colère. C'était une erreur. Tu n'as aucune idée d'à quel point l'entreprise était occupée à ce moment-là. Une erreur, l'interrompit Matteo. Alors, abandonner l'université et aller à Wall Street pour travailler comme assistant de courtier était aussi une erreur? Travailler 18 heures par jour et dormir sur le canapé du bureau était aussi une erreur? Et le fait qu'en 3 ans je sois monté du bas de l'échelle pour devenir gestionnaire de fonds doit aussi avoir été une erreur, je suppose? Le ton de sa voix monta légèrement, mais son expression restait terriblement calme. Il m'a fallu 10 ans, dit-il en pesant chaque mot. Il m'a fallu exactement 10 ans pour construire mon propre capital et rassembler les preuves de tes crimes. Tu pensais que je t'avais suivi pour l'argent, pour une vie meilleure? Il fit un pas en avant et Ricardo recula avec hésitation. La seule raison pour laquelle je t'ai suivi était unique. Les yeux de Matteo transpercèrent Ricardo. Te mettre en prison de mes propres mains et laver le nom de ma mère. Le visage de Ricardo devint blanc comme du papier. Bien qu'ayant traversé toutes sortes de batailles dans le monde des affaires, il n'aurait jamais imaginé que son propre fils planifiait cela depuis 10 ans, aiguisant son couteau. Que le garçon de 12 ans qui lui avait froidement tourné le dos au tribunal, disant « Je veux vivre avec papa », jouait la comédie depuis le début. Tu es fou? La voix de Ricardo tremblait. Je suis ton père. Vas-tu rompre les liens du sang? Le coin des lèvres de Matteo se crispa de dédain. Tu as perdu le droit de t'appeler père. Jusqu'à mes 12 ans, les jours que tu passais à la maison chaque année n'atteignaient même pas 20. Où étais-tu pour mes anniversaires? Es-tu jamais venu à une fête de l'école? Quand j'étais aux urgences avec une forte fièvre, qui a passé la nuit avec moi? Il recula et se tint à côté de Sofia. Il passa un bras protecteur autour d'elle. C'était ma mère. Du début à la fin. Seulement ma mère. Ricardo ne fit que remuer les lèvres, incapable de dire quoi que ce soit. À un signal de Matteo, son assistant personnel alluma un projecteur. Les lumières de la pièce se tamisèrent et des tableaux et graphiques complexes apparurent sur l'écran. C'est une analyse comparative entre les états financiers que le groupe Monténégro a présenté lors de son introduction en bourse en 2014 et la comptabilité réelle. La voix de Matteo était aussi sèche que celle d'un narrateur de documentaire. Fraude comptable pour gonfler vos profits de 17 millions d'euros. Dissimulation de dette à hauteur de 8 millions. Falsification de rapport d'audit. Selon le code pénal, il s'agit de fraude et de détournement aggravé, passible d'une peine minimale de 15 ans de prison. L'écran changea. Voici l'historique des détournements d'actifs de 2018 à 2024. La villa à Majorque est au nom de sa maîtresse, la Bentley en édition limitée au nom de son neveu. Et ici, sur l'écran, apparut un tableur rempli de chiffres et de lettres, les 17 sociétés écrans qu'il a créées en Suisse et aux îles Caïmans. Transferts totaux, 30 millions d'euros. C'est de la calomnie. Tout a été manipulé. Cria Ricardo désespérément. As-tu des preuves? As-tu des preuves? Des preuves, répondit Matteo froidement. 3 de tes hommes de confiance ont déjà changé de camp, ton directeur financier, ton chef de cabinet, et le directeur de l'agence de la banque suisse, ton ami d'université. Avec les documents qu'ils m'ont donnés, il ne faudra pas grand-chose pour te faire pourrir en prison jusqu'à ce que tes cheveux tombent. Le visage de Ricardo se contracta de rage. Soudain, il laissa échapper un cri animal et se jeta sur Matteo, la main levée, prêt à frapper. Mais les gardes de sécurité qui attendaient à la porte entrèrent en un instant et le maîtrisèrent. Immobilisé au sol, Ricardo se débattait. Lâchez-moi. Vous ne savez pas qui je suis? Je suis le président du groupe Monténégro.
Lâchez-moi. Tu étais le président. Matteo s'accroupit devant lui et le regarda avec des yeux de glace. À partir d'aujourd'hui, toutes les actions et le contrôle de gestion du groupe Monténégro passent entre les mains de la directrice, Sofia Vargas. Puis il se pencha à l'oreille de Ricardo et murmura d'une voix que seuls eux deux pouvaient entendre. Je veux que tu réfléchisses lentement en prison à la façon dont tu as jeté ma mère hors de la maison sans rien il y a 10 ans. L'affaire Ricardo Monténégro secoua toute l'Espagne. Fraude comptable, détournement de fonds publics, évasion fiscale, corruption et il fut accusé de plus de 10 crimes. Les politiciens et les hommes d'affaires qui le soutenaient disparurent comme la marée descendante, et les médias publièrent des histoires exclusives sur ses méfaits jour après jour. La chute de sa maîtresse, l'actrice Lucia Riva, fut encore plus spectaculaire. Dès que Ricardo fut arrêté, elle tenta de prendre ses distances en disant « Il m'a trompé aussi. Je suis une victime. » Mais les internautes furent implacables. Les messages insultants qu'elle avait envoyés à Sofia par le passé furent révélés, ainsi que des photos affichant son luxe sur les réseaux sociaux. Pendant 3 jours, Lucia Riva maîtresse fut un sujet tendance. Une plateforme de pétition en ligne demanda son retrait de la télévision et obtint 200 000 signatures en un jour. Les annonceurs menacèrent de poursuites judiciaires de plusieurs millions de dollars, et son agence résilia son contrat. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était sur une photo de dos, portant un chapeau alors qu'elle achetait des produits à prix réduit dans un supermarché de quartier. Mais Sofia n'était pas intéressée par ces nouvelles. Elle avait des choses plus importantes à faire. L'acquisition du groupe Monténégro était beaucoup plus compliquée que prévu. Bien que Matteo lui ait transféré les actions, c'était le travail de Sofia de nettoyer l'entreprise. Elle investit une année entière dans une restructuration approfondie. Elle liquida les filiales déficitaires et fusionna les activités rentables du groupe Monténégro avec Vargas Moda, créant le nouveau groupe Vargas. Elle travailla jour et nuit, examinant méticuleusement chaque document et visitant personnellement les installations. Directrice, voici le contrat avec le fournisseur de tissus italien pour votre entreprise, dit son assistante en lui remettant des papiers. Sofia signa, perdue un instant dans ses souvenirs. Il lui semblait incroyable que la femme qui marchandait pour quelques centimes dans les grands magasins de Madrid il y a 10 ans signe aujourd'hui des alliances avec des entreprises mondiales. Elle referma le capuchon du stylo et regarda par la fenêtre. Depuis le dernier étage du siège du groupe Vargas, la nuit madrilène s'étendait comme un manteau de joyaux. Les lumières des voitures sur la Castellana, le flux tranquille du Manzanar au loin. Mère, une voix familière et affectueuse résonna derrière elle. Sofia fit pivoter sa chaise. Matteo était à la porte. Il portait un pull confortable et un jean. Dans une main, il tenait 2 tasses de café. « Tu n'es pas encore rentré ? Il est plus de 23 heures. » Matteo s'approcha et lui offrit le café, un café au lait chaud, exactement comme elle l'aimait. « J'avais quelque chose à finir. »« Et que fais-tu ici à cette heure ? » ?»« Je suis venu te chercher. » Matteo s'affala sur le canapé. « Tu as travaillé tard toute la semaine. Tu dois prendre soin de toi. » Sofia sourit et s'assit à côté de lui. Ils restèrent en silence, côte à côte, contemplant Madrid par la fenêtre, un silence confortable et chaleureux. Matteo. Sofia ouvrit son sac et en sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une vieille carte de débit aux bords effacés. « Je te rends ce que tu m'as donné. » Matteo regarda la carte et sourit avec les yeux. « Je n'en ai plus besoin. Mais je veux te la rendre. » Sofia prit la main de son fils et plaça la carte dans sa paume. De ses 60 000 euros, maman n'a pas dépensé un seul centime. Depuis 10 ans, cette carte est mon porte-bonheur dans le coffre-fort. Ma bouée de sauvetage. C'était la seule chose qui me permettait de m'accrocher à tes paroles. Je n'ai pas abandonné. Elle tapota sa main. Maintenant, elle retourne à son propriétaire. Bien sûr, le solde a augmenté plusieurs centaines de fois depuis. Considère cela comme des intérêts. C'est la dette que maman a envers toi. Matteo tripota la vieille carte. Il se rappelait vivement le tremblement qu'il avait ressenti à l'aéroport de Baraja lorsqu'il avait placé cette carte dans la main de sa mère. Chaque fois qu'il survivait avec de la nourriture bon marché aux États-Unis, il se souvenait de l'expression désespérée de sa mère en recevant la carte et serrait les dents. « Mère. » Il avait une boule dans la gorge et pouvait à peine parler. « Tu as beaucoup souffert pendant tout ce temps. »
Sofia secoua la tête et lui caressa les cheveux. Bien qu'il soit un homme adulte, pour elle, il était encore un enfant. Je n'ai pas souffert du tout. Ce n'était pas dur. Tu mens, dit Matteo en levant la tête. Tu crois que je ne sais pas? La petite chambre à Tirso de Molina, le demi-sous-sol, la couture jusqu'à 3 heures du matin. Un ami à Madrid m'a tout raconté. Sofia le regarda avec surprise. À quel point tu me manquais chaque jour, au point d'en devenir folle. Je voulais courir à tes côtés et t'aider, mais on m'a dit que je devais attendre. Jusqu'à ce que j'aie assez de force pour en finir d'un seul coup. Matteo se leva et alla vers la fenêtre. Ses épaules tremblaient légèrement. En disant, il n'y a pas eu un seul jour où je t'ai oublié, mère. Sofia, regardant le dos large de son fils, essuya une larme. Elle s'approcha et l'enlaça par derrière, comme lorsqu'elle le berçait nouveau-né il y a plus de 20 ans. Je sais, je sais. Maman ne t'en a jamais vraiment voulu. Matteo se tourna et la serra fort dans ses bras. Il n'avait plus à se retenir. Il n'avait plus à faire semblant d'être froid ou à partir sans se retourner. Il pouvait pleurer et l'enlacer autant qu'il le voulait. Le paysage nocturne de Madrid restait éblouissant. Les innombrables lumières semblaient vaciller pour bénir leur retrouvaille. Le garçon qui, il y a 10 ans, avait remis 60 000 € et s'était lancé seul sur le chemin de la vengeance avait tenu sa promesse. Il avait jugé l'homme qui avait abandonné sa mère et avait récupéré tout ce qui leur avait été pris pour revenir dans ses bras. C'était la fin de nombreuses années de souffrance. Sofia s'écarta de son fils et sécha ses larmes avec un mouchoir. « Arrête de pleurer, tu es un homme maintenant. » Elle le dit sur un ton de réprimande, mais sa voix était pleine d'émotion. « Rentrons à la maison. J'ai fait un ragoût de queue de bœuf. Mangeons quelque chose de chaud. » Matteo renifla et éclata de rire. « Maman, est-ce que tu t'es améliorée en cuisine? Parce qu'avant, honnêtement. Regardez-moi ce gamin, comment ose-t-il critiquer sa mère? Dit Sofia en riant tout en lui tapotant le dos. Tu n'as aucune idée d'à quel point je me suis améliorée au cours de ces 10 années où j'ai vécu seul. D'accord, allons-y, je meurs de faim. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. Ils marchèrent ensemble vers l'ascenseur. Avant que les portes ne se ferment, Sofia jeta un dernier regard sur la nuit. La nuit madrilène était toujours brillante, et dans sa vie, la vraie lumière était enfin arrivée. 3 mois plus tard, la restructuration du groupe Vargas était terminée et l'entreprise stabilisée. Sofia pouvait enfin respirer un peu mieux et se permettre de quitter le travail plus tôt. Vêtue d'un tablier, elle se tenait dans la cuisine de son nouvel appartement au centre de Madrid. Cette maison, avec vue sur le palais royal, était son propre château, acheté avec l'argent qu'elle avait gagné. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Matteo. Il faut manger quelque chose de spécial pour les anniversaires, pensa-t-elle. Elle avait acheté les meilleurs ingrédients et préparait son plat préféré depuis le matin. Ding dong. La sonnette retentit. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Matteo était là avec un bouquet de fleurs dans une main et une boîte de gâteaux dans l'autre. « Joyeux anniversaire, maman, dit-il en souriant radieusement. Mais, fils, si aujourd'hui c'est ton anniversaire, pourquoi me félicites-tu? Parce que c'est le jour où tu as souffert pour me mettre au monde, et aussi le jour où tu es rené. Matteo lui tendit un bouquet d'œillets roses. Donc aujourd'hui, c'est notre anniversaire à tous les deux. Sofia enfouit son visage dans les fleurs. Une boule se forma dans sa gorge. Entre. Le repas est prêt. Matteo entra et regarda autour de la cuisine. La délicieuse odeur du ragoût remplissait la maison. Ça sent divinement bon. Laisse-moi t'aider. Pas besoin. Assieds-toi. Non, au moins je vais mettre la table, dit Matteo en relevant ses manches. À partir de maintenant, je m'occupe de tout. Faire la vaisselle, c'est mon travail. Sofia acquiesça avec un sourire résigné. Sur la table se trouvait un plat avec le ragoût, du pain fraîchement cuit, une salade et le jambon préféré de Matteo. Du jambon. J'avais tellement envie d'en manger, dit Matteo en prenant une tranche. Comment est-ce? Tu aimes? Les yeux de Matteo s'agrandirent, et il lui fit un pouce levé. Puis il baissa la tête et commença à manger en silence. Ses épaules tremblaient légèrement. C'est délicieux,
tellement délicieux que ça me fait pleurer. Sofia, tout en ajoutant de la nourriture dans son assiette, lui caressa doucement le dos. Mange doucement, ou tu vas t'étouffer. Matteo posa ses ustensiles et la regarda sérieusement. À partir de maintenant, je te protégerai pour le reste de ta vie. Je ne te laisserai plus jamais souffrir seul. Je serai ton bouclier et ton parapluie. Les yeux de Sofia se remplirent de larmes. Le bébé qu'elle avait tenu quand avait-il grandi pour promettre de la protéger? Pour moi, il suffit que tu sois en bonne santé et heureux. Ne gâche pas ta vie à me protéger. Te protéger, c'est mon bonheur, dit Matteo fermement. Je peux faire les deux. Sofia finit par éclater de rire et essuya ses larmes. D'accord. Alors tu fais la vaisselle et je cuisine. C'est une promesse. Promis. Matteo se leva et la serra fort dans ses bras. À travers la fenêtre, le soleil se reflétait sur la rivière Manzanar. Toutes les épreuves étaient terminées. Maintenant, devant eux, il n'y avait plus qu'une table chaleureuse et une vie paisible. La carte de débit de 60 000 € est maintenant encadrée sur le mur du bureau de Sofia. Quand les gens lui demandent ce que c'est, elle sourit et répond « C'était le premier cadeau de mon fils et le meilleur investissement de ma vie. » Bien sûr, personne ne connaît les 10 ans de sang et de larmes derrière cette carte, mais elle le sait et Matteo le sait, et c'est bien suffisant. C'était un jour où les nouvelles annonçaient que les amandiers de la Quinta de Los Molinos étaient en pleine floraison. Sofia regarda par la fenêtre et se souvint de ce printemps où elle pleurait seule en regardant les fleurs. Alors elle était seule, mais plus maintenant. Mère? Matteo ouvrit la porte du bureau. La lumière du soleil printanier pénétrait derrière lui. C'est une belle journée. Allons à la Quinta de Los Molinos voir les amandiers. J'ai réservé dans un très bon restaurant. Sofia sourit radieusement et se leva. Bien sûr. Allons voir ces fleurs. Ils marchèrent dans le couloir bras dessus bras dessous. Ceux d'auquel avait regardé avec douleur il y a 10 ans alors qu'il s'éloignait marchaient maintenant chaleureusement à ses côtés. C'était la fin heureuse qu'elle avait tant désirée, la vraie valeur de ses 60 000 €. En fin de compte, elle n'a jamais dépensé cet argent, mais ce que cette carte lui a donné était bien plus précieux qu'une monnaie. C'était de l'espoir, c'était du courage, et c'était l'amour d'un fils qui la suppliait de ne pas se rendre.